pour débuter les débats de cette table ronde, je vais tout de suite me tourner vers Virginie Schwartz. Comme je le disais hier, on a eu un débat assez animé entre Jean-François Carinco et Yannick Jadot. Oui, effectivement, forcément, le sujet de l'éolien offshore, presque, je dirais, contre toute attente, est intervenu comme un sujet de consensus entre deux. Pourtant, le fait est que les attentes sont fortes, puisque ça fait longtemps qu'on doit lancer une filière, que manifestement, il ne s'est pas passé grand-chose, ou en tout cas, on a peu d'éoliennes finalement qui tournent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation et voir comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que les pouvoirs publics travaillent dessus? Merci, bonjour à tous. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup d'éoliennes qui tournent en mer en France. On a quelques projets un peu de démonstration. Mais il se passe beaucoup de choses. Et il se passe beaucoup de choses sur notamment les deux sujets qui sont au cœur du titre de votre table ronde, c'est-à-dire sur la question de la compétitivité et sur la question du lien avec les territoires, des retombées sur les territoires et finalement de la contribution que cette filière peut apporter au territoire. Alors, vous attendez tous, j'imagine, la publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Rien ne vous échappe. Qui dira ce qui va effectivement se passer. Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres de la PPE aujourd'hui, puisque les arbitrages sont en cours, mais simplement vous rappeler que le ministre d'État a annoncé que les orientations... Ça, c'est vrai que ce serait dommage. C'est ça. Donc, le ministre d'État a confirmé que la PPE serait publiée à la fin du mois d'octobre, donc maintenant dans quelques jours. Et cette PPE, elle comprendra sur l'éolien en mer, comme sur toutes les autres filières d'énergie renouvelable, non seulement une déclinaison précise des objectifs aux horizons 2023 et 2028, mais aussi un calendrier d'appel d'offres qui permettra à tous les industriels qui sont dans la salle de se positionner, de se préparer pour répondre à ces appels d'offres. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on fait pour préparer ça? D'abord, le premier enjeu évident pour nous tous, c'est celui de la compétitivité de la filière. Je ne vous le cache pas, c'est ce sur quoi on a aujourd'hui des débats pour arriver aux arbitrages. C'est avec les prix du posé et du flottant, tels qu'on les connaît aujourd'hui, tels qu'on peut les imaginer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire et à quel rythme faut-il le faire? Est-ce qu'il faut faire plus tout de suite? Est-ce qu'il faut attendre un peu que les prix ont baissé? Et comment est-ce qu'on peut faire baisser davantage les prix? Alors, faire baisser les prix, j'ai envie de dire, c'est d'abord votre rôle, celui des industriels, c'est le professionnalisme dans la mise en œuvre, c'est les effets de volume aussi, à l'échelle de la France, mais à l'échelle de l'Europe. Et là, on retrouve un peu le rôle des gouvernements. C'est les effets des technologies. Et on a beaucoup fait en France ces dernières années au travers du programme des investissements d'avenir avec l'ADEME pour soutenir l'innovation dans le domaine des énergies marines en général pour améliorer la compétitivité. Et puis, on est bien conscient que la compétitivité des projets, elle dépend aussi du cadre juridique qui est en place, de la façon dont les procédures se déroulent, de la rapidité avec laquelle elles se déroulent, des garanties dont les entreprises peuvent disposer, du partage des risques entre l'État et les entreprises. Et c'est beaucoup là-dessus qu'on a travaillé ces dernières années. Depuis 2015, la loi de transition énergétique, on a eu quasiment tous les ans une grande réforme, étape par étape. La loi de transition énergétique, c'était quand même la suppression d'un niveau de recours mis en œuvre depuis 2016. C'était la première fois dans le domaine de l'énergie qu'on allait aussi loin en disant les recours prennent tellement de temps, il faut gagner du temps, donc on supprime un niveau de recours. Et on est effectivement très satisfait de cette réforme qui, sans réduire les droits
des opposants, parce qu'il est normal que l'opposition puisse s'exprimer dans un pays démocratique, voilà, sans réduire leurs droits, a vraiment permis de gagner du temps, d'avoir des décisions rapides et professionnalisées. On a mis en place l'autorisation environnementale unique en 2017. On a mis en place le dialogue concurrentiel avec les candidats aux appels d'offres pour préparer le cahier des charges de Dunkerque. Donc, le premier appel d'offres qui pourrait être confirmé par la PPE. On a mis en place la prise en charge par le gestionnaire de réseau de transport des coûts de raccordement depuis la loi hydrocarbures de 2017. On a mis en place un système d'indemnité en cas de retard de raccordement par le gestionnaire de réseau. Et puis, la dernière réforme qui vient juste d'être votée dans la loi dite ESSOC, c'est une implication plus forte de l'État dans la préparation des projets, avec l'organisation d'un débat public, d'une concertation avec le public en amont des appels d'offres, de façon à ce que le choix de la zone soit complètement sécurisé, qu'on n'ait pas ce qu'on a connu sur certains des premiers projets, des difficultés pour confirmer les zones alors qu'on ne pouvait plus les changer parce que l'appel d'offres avait déjà été lancé. Donc, implication forte de l'État dans le choix de la zone, dans le débat public en amont, et d'ailleurs en ayant la possibilité d'y associer les régions, puisque la loi prévoit que la saisine de la Commission nationale du débat public pourra être faite par l'État avec la région ou les régions concernées. Et puis, implication aussi plus forte de l'État dans la réalisation des études en amont, là aussi, du lancement de l'appel d'offres, de façon à pouvoir fournir davantage d'informations aux candidats, avoir des offres sécurisées et donc des offres qui intègrent un risque moins important et donc des offres moins chères. C'est bien ce qu'on espère. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment pour préparer ce développement qu'on attend dans les meilleures conditions de compétitivité. Ce qu'on a fait aussi, vous le savez, ces derniers mois, c'est sécuriser les premiers projets avec la renégociation du prix qui avait été souhaitée par le gouvernement compte tenu des prix constatés dans les autres pays européens et de l'écart important qui existait par rapport à ce qui était ressorti des premiers appels d'offres. Voilà, ces renégociations avec une participation constructive de l'ensemble des parties prenantes à la discussion ont permis d'aboutir positivement avec des parcs qui sont maintenant confortés, qui sont très avancés pour les premiers dans leur processus d'autorisation administrative. Donc voilà, pour qui maintenant tous les feux sont verts pour qu'ils puissent se dérouler. Ce qui permet aussi, parce que dans cette négociation, on n'a pas touché aux engagements industriels des porteurs de projets, ce qui permet aussi de confirmer les projets d'usines que vous connaissez à Saint-Nazaire, à Cherbourg ou au Havre. Et c'est évidemment un enjeu important pour nous, puisque dans cette filière de l'éolien en mer en particulier, depuis l'origine, évidemment, on a des objectifs de transition énergétique. Ça rentre dans notre objectif global et dans notre ambition de développement des énergies renouvelables. Mais on a aussi eu, depuis l'origine, l'idée que ces filières, elles étaient vraiment porteuses d'emplois en France, qu'elles pouvaient apporter au territoire concerné une activité économique pérenne. Ça faisait partie même des critères des premiers appels d'offres. Voilà, donc on est aussi très attentif à la façon dont tout ça se concrétise. Et le fait que la France ait voulu s'engager depuis aussi longtemps dans l'éolien offshore et qu'au final on n'a toujours pas d'éoliennes qui sont sorties de terre, enfin de mer plutôt, est-ce que ça veut dire que finalement on n'avait pas vu toutes les difficultés venir? Et est-ce qu'aujourd'hui l'objectif c'est de se dire bon, on a pris conscience des leçons du passé, manifestement on a eu un temps d'allumage trop long, aujourd'hui on va prendre des aménagements de manière à ce qu'à l'avenir ça se passe mieux? Je crois qu'effectivement, peut-être on avait voulu aller trop vite en fait. Et on avait lancé tout de suite des appels d'offres sans forcément mesurer certaines des difficultés qui sont apparues par la suite, que ce soit sur l'implantation, sur le partage des risques.
Voilà, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau dans le paysage énergétique français. Et alors je crois que l'administration en prend complètement sa part, mais peut-être aussi la filière. Je crois que collectivement, effectivement, on avait sous-estimé la rupture que ça représentait par rapport à tout ce qu'on fait sur les autres filières d'énergie renouvelable. La taille des objets et leur coût fait que c'est pas la même chose que de faire un appel d'offres pour du photovoltaïque ou même un appel d'offres pour de l'éolien terrestre. Et je crois que ça, effectivement, on l'avait sous-estimé à l'époque. Et on en a pris complètement la mesure maintenant, avec du coup des procédures sur l'éolien en mer qui sont complètement spécifiques. Alors on a vu effectivement qu'il y a pas mal de points sur lesquels vous aviez travaillé. Je pense qu'on y reviendra, notamment chacun des intervenants pourra effectivement commenter, donner son avis. Et puis même, vous le savez, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans un deuxième tour. Je vais tout de suite continuer à faire circuler la parole avec Eera Shaktura. Donc vous êtes de chez Vattenfall, Éolien SAS, donc un acteur suédois de l'énergie, dans un pays dans lequel effectivement l'éolien offshore posé existe déjà. Alors j'imagine que la France pour vous c'est un pays qui vous intéresse, déjà parce que vous y êtes déjà positionné, que vous le regardez avec un certain intérêt, j'imagine également, puisque gros potentiel de vent, et pourtant force est de constater qu'effectivement, comme on le disait, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors du coup, comment est-ce que, vu de l'étranger, quelque part, est-ce qu'on perçoit la France ? Déjà, tout d'abord, merci de me recevoir et puis de nous laisser en effet l'opportunité de partager le retour d'expérience et le regard européen. La France et l'éolien en mer, le parallèle en fait qu'on pourrait faire, c'est un peu comme si vous aviez un haut potentiel dans vos équipes qui avait un manque de confiance en lui. Vous avez beau lui répéter qu'il a du potentiel, qu'il va y arriver, lui montrer des exemples et des preuves que ça va bien se passer, il doute. Vous nous recommandez une séance de psychanalyse ? Allongez-vous. Et donc la France et l'éolien en mer, c'est un peu la même chose. La France a un énorme potentiel, 3500 km de côte, deuxième gisement éolien en Europe, c'est factuel. Et l'éolien en mer a fait la preuve ces dernières années de deux choses. D'une part, la filière est compétitive, d'autre part, la filière est créatrice d'emplois. Donc je vais revenir sur ces deux points, et ce qui rejoint un peu ce que Mme Schwartz a déjà dit préalablement. D'un point de vue de la compétitivité, il y a eu une baisse des coûts notable de l'éolien en mer ces dernières années. Ça s'est traduit dans les derniers appels d'offres. En ce qui nous concerne, on a gagné en 2016 premier appel d'offres en dessous de 50 € du mégawattheure au Danemark, à 49,9 €. Et cette année, en mars 2018, on a remporté pour la première fois au monde un appel d'offres éolien en mer avec 0 subvention. Ensuite, plus globalement, on peut faire le parallèle avec le Royaume-Uni, où sur 2-3 ans à peine, il y a eu une réduction de 35 à 50% sur les enchères. On atteint maintenant une fourchette entre 57 et 75 pounds du mégawattheure, sur une durée de 15 ans du tarif, raccordement inclus. Et quand on fait le parallèle en termes de compétitivité, vraiment juste le facteur économique par rapport à Hinkley Point, 92,5 pounds du mégawattheure pendant 35 ans. Donc la compétitivité, elle est là. Et la compétitivité, elle est complètement compatible avec la création d'emplois et des retombées socio-économiques pour les territoires qui eux-mêmes investissent. Et là, hier, on a parlé de 4 emplois éoliens par jour créés en France. On fête cette semaine, nous, nos 10 ans au Royaume-Uni. On a 1 gigawatt d'éolien en mer et on a investi en 10 ans plus de 3,5 milliards d'euros au Royaume-Uni et on a mobilisé ou créé près de 10 000 emplois. Et donc le Royaume-Uni, eux, ils l'ont bien intégré, absorbé, cette filière compétitive, cette filière créatrice d'emplois, et ont augmenté leurs objectifs à horizon 2030 pour atteindre 33 gigawatts d'éolien en mer à l'horizon 2030, soit un quart de leur demande, de leurs besoins en électricité, et pour viser de créer près de 70 000 emplois. Et donc, quand on en vient à qu'est-ce que nous, on aimerait pour la France, c'est justement tout déjà savoir comment est-ce que vous êtes positionné aujourd'hui. Vattenfall, en fait, aujourd'hui, vous faites quoi en France exactement? Alors, Vattenfall, on est présent en France depuis 18 ans sur la fourniture d'électricité et de gaz aux entreprises d'abord. Puis on a lancé le 1er octobre notre offre d'électricité et de gaz aux particuliers, si vous avez peut-être vu notre pub maintenant à la télévision. Et on est un acteur global de l'énergie, c'est-à-dire que notre raison d'être, on est présent dans 7 pays en Europe, on est présent avec la fourniture et la production, nous sommes l'équivalent d'EDF en Suède. Et en France, on souhaiterait
installer notre production à base d'énergie renouvelable. Donc si vous connaissez notre aventure, on était venu en 2010 pour les concessions hydroélectriques. Nous sommes repartis en 2014 quand le gouvernement a fait demi-tour. Donc nous appelons de notre vœu que voilà, la France ne fasse pas demi-tour sur l'éolien en mer. Et donc ce qu'on attend pour la France, finalement, c'est deux choses, deux souhaits, et ça va être un peu tarte à la crème, parce que c'est les sujets habituels. C'est un cadre réglementaire stable et pertinent, avec des mécanismes appropriés. Et ça, en effet, tout ce que Mme Schwartz a souligné sur les dernières années, ce qui a été mis en place, et jusqu'à la loi ESOC et le permis enveloppe, ça permet de le mettre en place. Il y a encore un ou deux petits points d'amélioration. La France restera le seul pays sur lequel on s'engage sur un prix, et à cause des recours, jusqu'à 5 ans avant d'en connaître, d'en obtenir le permis. Donc on a un engagement sur le prix bien avant de savoir même des détails sur la zone, et puis longtemps à cause des recours. Et le deuxième point, c'est, après le cadre réglementaire donc stable, c'est des volumes ambitieux, des objectifs moyen long terme ambitieux, adossés à une planification maritime globale. Et pourquoi ça? C'est là où la PPE a tout son sens. Pourquoi ça? Ça permet de donner une visibilité sur les volumes et une certitude sur le planning de ces volumes pour que les entreprises, comme nous, mais surtout les fournisseurs de rang 1, les fournisseurs de rang 2, les PME françaises puissent investir, puissent professionnaliser et monter en compétences et réduire ses coûts. Parce qu'il n'y a pas de mystère, si Vattenfall en arrive à faire ses tarifs, c'est parce qu'on a 12 projets déjà en opération dans 5 pays différents dans le monde. Donc on a tout ce retour d'expérience qui a été acquis et qu'on a aussi un pipeline de plus de 5 gigawatts devant nous. Donc on a cette capacité à donner cette visibilité, cette certitude sur les volumes à nos fournisseurs et à travailler avec eux sur cette réduction de coûts. Et sans vouloir critiquer du tout le travail que les services de Mme Schwartz font remarquablement, ils sont prêts depuis 6 mois, mais on ne peut pas nous dire qu'on veut de la concurrence, attirer des investissements étrangers et une baisse de coûts en France en ayant à chaque fois 1 an de retard sur un appel d'offres sur un site en France. Mais là, dites-moi, parce que donc effectivement, des éoliennes flottantes, il y en a déjà en Europe du Nord, vous êtes déjà positionné dessus, vous n'avez pas rencontré les mêmes difficultés réglementaires. Est-ce à dire que les pays du Nord sont moins démocratiques que nous? J'en doute. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, vous pensez qu'on a des difficultés qui sont celles que l'on rencontre d'une part, et d'autre part qu'on n'a pas suivi le mode opératoire des pays nordiques? Est-ce que c'était tout simplement pas transposable? Qu'est-ce qui finalement, en France aujourd'hui, fait que ça bloque et qu'on n'a pas encore d'éoliennes qui tournent? Sauf une. Alors chacun des pays dans lesquels on opère, on fait un peu des choix différents. Certains où l'État s'est engagé entièrement à faire l'entièreté des études pour nous et s'assurer que finalement le jour où on gagne l'appel d'offres, il est immédiatement construit, on peut directement le construire. Et d'autres où on a plus de temps pour en effet explorer la zone avant et d'en connaître tous ces détails, avant de poser finalement une offre en ayant toutes les informations et en ayant nous-mêmes dérisqué le projet. La France, comme l'a mentionné Mme Schwartz, au tout début, n'avait probablement pas anticipé toutes ces difficultés. Et tout ce qui a été fait ces dernières années permet maintenant d'y arriver. Le dernier point qu'on voit vraiment de difficulté, c'est en effet la durée de recours. Et là, je pense que c'est plus un point culturel. On accepte qu'en France, ça soit dans ces circonstances-là que des projets peuvent ou doivent se faire. Mais il est vrai que ce n'est pas le cas dans les pays nordiques. Et en Angleterre, les recours sont plus rapidement purgés. D'accord, effectivement. Donc un point essentiel effectivement, qui permet d'aller plus vite. Filippo Simitan, pour continuer le tour de table, donc président du Siemens Gamesa Renewable Energy. Alors vous êtes déjà positionné. Clairement, aujourd'hui, quelles sont vos attentes? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, premier constat, je trouve que le débat a énormément évolué depuis quelques années. Et si je pense au même débat, même table ronde il y a 3-4 ans, j'ai l'impression qu'on était les seuls à parler d'éolien offshore compétitif et des besoins d'accompagnement réglementaire pour dégager cette compétitivité. Et aujourd'hui, je suis le troisième et ces mots reviennent. Donc il y a un constat en France que l'éolien compétitif existe. Déjà, c'est un énorme pas. Il est possible. Et la voie est aussi bien tracée avec des mesures qui ont été envisagées, adoptées pour dégager cette compétitivité. Et les différents appels d'offres et l'évolution aussi des cahiers des charges des appels d'offres avec les dialogues compétitifs et les autres mesures à la fois sur l'offshore que sur les terrestres montrent qu'il y a une prise de conscience que, dans quelque sorte, la compétitivité
d'un côté possible, de l'autre côté doit être accompagné, doit être promu. Donc je ne reviens pas sur les chiffres parce qu'on s'est bien expliqué. C'est des chiffres qu'on connaît bien parce qu'on est aussi fournisseur du projet Vattenfall à moins de 50 € au mégawattheure au Danemark. Donc, attention, s'il vous plaît. Nous vous informons que l'atelier biodiversité va commencer en salle 1. Merci. Donc aujourd'hui, notre regard sur la compétitivité, forcément, on a en partie de travail à faire pour dégager cette compétitivité. Et notre fonction, notre rôle est d'abord sur l'innovation qui passe par la digitalisation. Donc aller regarder vraiment très loin sur ce qu'on peut apporter en termes d'innovation et donc de baisse des coûts. On regarde aussi la fiabilité, on regarde le business case, donc c'est une approche qui n'est pas seulement dans une baisse des coûts pure et dure, mais c'est un accompagnement pour aller créer l'accès au capital à coût plus bas et aussi sécuriser du coup les investissements et créer une filière qui est durable aussi sur les volumes. Et une compétitivité qui prend un sens un peu plus large. On a souvent dit dans l'éolien, et en particulier dans l'offshore, big is beautiful, et en partie c'est vrai, mais cheap and reliable is better. Et ça, on le voit aussi. Donc, il y a des axes d'investissement qui vont vers la fiabilité de la technologie, vers la fiabilité des investissements, vers la création d'une filière tout au long de la chaîne de valeur qui soit fiable et qui puisse permettre d'avoir un accès au capital pas cher et donc aussi à des prix plus bas. L'accompagnement réglementaire est fondamental et doit continuer. Et l'accompagnement aussi des territoires, je reviens aussi au titre de la table ronde, est autant fondamental. Et avec les territoires, les industriels partagent une responsabilité vis-à-vis des emplois qu'on va créer. Et je parle de l'offshore parce qu'il est titre de table ronde, mais l'éolien terrestre, c'est un bon exemple. 17 000 emplois créés en France, plus 1300 depuis l'année dernière. Siemens Gamesa recrute 45 personnes en ce moment en France depuis cet été, donc il y a encore des postes ouverts si quelqu'un est intéressé. Donc la croissance est là, l'emploi est là, on a des engagements et on a des prévisions au Havre qui ont été publiquement annoncées sur lesquelles on ne revient pas parce qu'elles sont connues, sont publiques. Mais avec les territoires, on partage une responsabilité d'un côté de préparer l'arrivée de ces emplois, de préparer l'arrivée d'une nouvelle industrie qui ne peut pas faire toute seule. Donc il y a besoin d'un accompagnement en termes d'infrastructure, un accompagnement en termes de formation, mais aussi un message commun qu'on doit porter vis-à-vis des instances nationales pour donner la visibilité à ces investissements et donner la visibilité à ces emplois. Donc on revient à la PPE, on revient aux volumes qui ont été évoqués par les différentes associations sur lesquelles forcément on s'y retrouve. Et la visibilité pour un industriel, c'est la clé, pas tant pour la rentabilité des investissements, mais pour la pérennité de ces emplois, qui est voire plus important en tant que... Les volumes nécessaires pour pérenniser la filière, selon vous, ici, à quel niveau? Si on veut bien faire et si on regarde ce qui se font les autres pays, on sait que aujourd'hui, la taille d'un parc éolien peut atteindre 1,5 giga. On est à 1,2 giga au UK et en France, on est encore à 500 mégas. Donc, quand on dit on fait un parc par an, c'est bien si c'est un parc qui permet de dégager ces types d'économies d'échelle. S'ils sont plus petits, il faut en faire 3. Donc, c'est ça qui va donner la fourchette et qui va aussi donner la perspective. Donc, le calendrier d'annonce des parcs et des projets à venir avec un accompagnement de l'organisation spatiale de façade est importante et aussi une visibilité sur la proportion posée flottant parce que c'est aussi important pour identifier les axes d'amélioration et les temps dans lesquels cette technologie doit arriver à maturité. Virginie Schwartz, je vous vois prendre plein de notes. Vous souhaitez peut-être réagir sur ce qui a été dit jusqu'à présent? Oui, mais parce que voilà, c'est important pour nous finalement d'avoir ce retour sur ce que les industriels attendent encore de nous. Donc voilà, moi je note effectivement. Et notamment, évidemment, on est très attentif à ce qui est dit sur la question des volumes. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un arbitrage volume-prix. À quelle vitesse est-ce qu'on va, avec quel volume et à quel prix. Et si on en fait moins, le prix baissera moins vite, mais le coût total est un peu plus faible. Voilà, donc c'est bien ce type d'arbitrage qu'on est en train de discuter. Et si je peux compléter, c'est un bon équilibre entre les volumes, les cadres réglementaires dans lesquels ces volumes sont attribués et proposés, la cadence et la tendance. Et la cadence aussi important en tant qu'industriel.
parce qu'on n'a pas un parc après l'autre, on crée des emplois qui ont vocation à être des emplois pour une filière nationale, une filière européenne, une filière mondiale, mais sur lesquels la visibilité est aussi importante que les volumes, pour avoir un effet aussi en termes de coût et compétitivité. Vous avez déjà des projections en termes de chiffres d'emplois qui pourraient être créés par l'éolien offshore? Les projections sont toujours les mêmes, entre guillemets, dans le sens où on a déjà 2000 emplois dans l'énergie EMR en France aujourd'hui. C'est des emplois dans la filière offshore, même s'il n'y a pas de parc qui s'est créé. Et ils font quoi pour l'instant, les 2000 emplois aujourd'hui, à l'heure où nous parlons? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que finalement, ils préparent, mais ils préparent depuis longtemps maintenant. Oui, mais quand on parle de filière, et c'est vrai pour l'offshore, presque plus que pour les terrestres, aujourd'hui la filière offshore existe même sans parc. Siemens Gamesa s'approvisionne auprès de partenaires français pour des parcs en Angleterre, pour des parcs en Allemagne, pour des parcs dans d'autres pays d'Europe. Donc la compétitivité de la filière française existe, il faut l'accompagner et il faut leur donner aussi une opportunité nationale parce qu'ils la méritent et parce qu'ils ont les capacités pour. Et nous, de notre côté, on leur donnera accès à un autre réseau européen, notre réseau mondial, pour leur donner plus de marchés. Si je vous comprends bien, aujourd'hui on fabrique des éoliennes pour les autres. Aujourd'hui on achète en France pour nos propres éoliennes, mais pas pour les installer en France malheureusement. Bon, eh ben écoutez, prions pour que ça débouche rapidement. Alors on l'a vu, une forte attente effectivement des industriels, une forte attente également, vous parliez d'ailleurs de partage de responsabilités en matière de création d'emplois avec les territoires. Monsieur Jardinier, donc vous remplacez Philippe Morisot de la région Sud, qui se positionne également sur l'éolien offshore, notamment l'éolien en mer, pardon, excusez-moi, notamment le flottant. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà vos ambitions et vos attentes là aussi par rapport aux chiffres qui seront bientôt publiés? Très bien, merci. Bonjour à tous. Je voulais d'abord rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la compétitivité. On parle de l'éolien posé. Sur l'éolien offshore, on n'est pas encore tout à fait compétitif. Il y a des projets pilotes qui sont en cours de mise en œuvre. Et c'est à travers ces projets pilotes et les appels d'offres qu'on attend tous avec impatience qu'on pourra avoir une filière compétitive sur l'offshore flottant. Voilà. Donc la région Sud, elle est partenaire aussi d'autres régions sur cette question-là, puisqu'on pense que c'est une filière qui doit se regarder à l'échelle nationale. Et dernièrement, on a fait un courrier conjoint au Premier ministre, Pays de Loire, Bretagne, Occitanie et Sud, pour faire valoir nos ambitions conjointes sur le développement de cette filière qu'on juge stratégique, innovante et pourvoyeuse d'emplois, on va dire. Une étude a démontré en région Sud, en 2016, que 40% de la valeur d'un parc éolien offshore flottant aurait des retombées sur le microcosme régional et les entreprises locales. Donc ce n'est pas négligeable. Vous parliez de 3 milliards ou 4 milliards d'euros d'investis. Nous, notre ambition, c'est d'avoir 1 giga d'installés en offshore flottant à l'horizon 2030, 2 gigas en 2050, mais potentiellement, on le verra tout à l'heure via les macrozones qui ont été élaborées avec la DIRM, potentiellement, on pourrait en installer plus, puisque les puissances unitaires des éoliennes, aujourd'hui on est à 8 MW sur notre projet pilote, mais demain ce sera 10, 12, voire 15 MW. Donc il y aura une emprise qui risque d'être moindre, et potentiellement on pourrait avoir des puissances beaucoup plus importantes, ce qui n'est pas forcément négligeable par rapport aux ambitions qu'on se donne. Alors, quelles sont nos ambitions en région Sud? Sur l'éolien offshore d'abord, c'est une technologie qu'on suit et qu'on pousse depuis les années 2010-2012, puisque le projet pilote Provence Grand Large était déjà inscrit dans le programme opérationnel FEDER-FSE, dont la région est autorité de gestion. Donc il était clairement déjà identifié comme un grand projet, un projet pilote phare, innovant et stratégique. Il fait également partie de nos OIR, qui sont nos opérations d'intérêt régional, sur une OIR qui se dénomme Énergie de demain. Donc aux côtés d'ITER, il y a l'éolien offshore flottant par exemple. Et il y a aussi l'éolien offshore flottant qui est clairement identifié dans l'OIR économie de la mer. Donc c'est une filière stratégique qui est poussée et qui a pris de l'ampleur ces 2 dernières années, puisqu'on a créé une assemblée maritime pour la croissance et l'environnement avec 4 commissions. Et une de ces commissions, c'est la commission énergie marine, avec vraiment le focus sur
l'éolien offshore flottant. On a un peu de on a des projets thalassothermiques aussi, mais le gros du projet, c'est quand même l'éolien offshore flottant, avec des retombées économiques qu'on juge non négligeables et importantes. Et dernièrement, donc en décembre 2007, il y a le plan climat Une COP d'avance qui a été voté et délibéré, qui vise à l'horizon 2050 à avoir une région neutre en carbone. Et pour avoir cela, il faut absolument qu'on installe à minima nos 2 gigawatts d'éolien offshore flottant, mais également du photovoltaïque, beaucoup de photovoltaïque, un petit peu d'éolien terrestre, un petit peu d'hydraulique en plus de ce qu'on a déjà, et puis aussi travailler sur toute la récupération de chaleur, notamment la méthanisation, la biomasse, etc. On a des ambitions qui sont quand même assez importantes, puisque pour viser cette neutralité carbone à l'horizon 2050, et par rapport à notre projection qui va être inscrite dans notre SRADET, il va falloir investir 125 milliards d'euros pour atteindre cet objectif qui est à l'horizon 2050. Mais pour arriver à cet objectif, il faut quand même réduire notre consommation d'énergie, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup d'emprise au sol sur le photovoltaïque, il y a beaucoup de contraintes environnementales, il y a de l'acceptabilité aussi qu'il faut prendre en considération. Donc il faut réduire notre consommation d'énergie finale de 30%. Si on n'arrive pas à réduire notre consommation d'énergie sur les transports, sur l'industrie, sur le bâtiment, il va falloir produire plus, puisqu'on est quand même une région un petit peu à l'écart. On est un petit peu une péninsule électrique aussi, notamment le sud-est de la région, et on ne produit que 10% de l'énergie qu'on consomme actuellement. Donc demain, c'est produire à travers les énergies renouvelables 100% de notre consommation. Voilà les objectifs ambitieux que la région se donne. Donc si vous voulez, je peux juste faire un petit zoom sur les macrozones ou y revenir après. Allez-y. Alors il y a une petite carte, si on peut la projeter, la carte des macrozones en Méditerranée. Le temps qu'elle arrive. Donc, vous l'avez bien transmis oui, elle est transmise. Parfait. La voilà. Elle arrive. Oui, on la voit. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment un travail qui a fait l'objet d'un consensus sous l'égide de la DIRM, dont je salue encore le travail, et qui a associé à travers différents ateliers l'ensemble des acteurs économiques et socio-économiques de la façade méditerranéenne. Donc depuis de janvier à mai, il y a eu moult ateliers, moult échanges. Il y a un atelier spécifique sur la pêche et l'aquaculture, un atelier spécifique sur les autres usages, la plaisance, un atelier spécifique sur l'éolien et les besoins en aménagement portuaire, on peut y revenir après, et un atelier spécifique sur tous les aspects environnementaux, qui sont loin d'être négligeables. Je pourrais en parler par rapport aux autorisations environnementales et aux enquêtes publiques qui sont en cours, notamment sur nos projets en région. Donc ça a fait l'objet d'un consensus, et ces macrozones sont intégrés au document stratégique de façade qui a été transmis à l'État dernièrement en septembre et qui doivent être entérinés au printemps. Et c'est à partir de là que des zones plus petites vont être prises en considération, les zones qu'évoquait Madame Schwartz tout à l'heure, pour lancer les futurs appels d'offres issus de la PPE. Donc c'est vraiment un travail qui a fait l'objet de débats, de consensus, de concertation, et qui a permis aussi de rassembler l'ensemble des acteurs. Notamment sur l'environnement, il est apparu, et c'est l'objet aussi d'un dépôt de projet par le pôle mer Méditerranée, donc qui officie sur l'ensemble de la façade méditerranéenne, qui a déposé 2 projets sur les écosystèmes environnementaux, l'observation de la vie-faune à travers le projet de l'ADEME Recherche durable. Voilà, et qui vont permettre, les résultats devraient permettre d'accompagner, ou en tout cas de faciliter l'enquête publique que l'État devra, enfin les études obligatoires que l'État devra mettre en œuvre pour le lancement des appels d'offres à venir. Ah ouais, on sent qu'effectivement vous êtes là aussi en attente d'une PPE ambitieuse qui vous permet d'atteindre vos niveaux ambitieux. Effectivement, on le comprend. Alors, je vais appeler pour nous rejoindre Jean-Michel Lopez, qui est chargé des EMR à la région Bretagne, donc qui remplace Pierre Karleskine, comme vous l'avez compris, qui est bloqué dans les transports. Donc, effectivement, l'idée... Alors, je fais passer un micro, comme ça vous en avez chacun un. Oui, mais continuez à le faire passer, comme ça chacun en a un. C'est très bien si vous voulez prendre la parole.
Donc vous représentez effectivement la région Bretagne, qui est l'un des premiers territoires à s'être positionné sur l'éolien offshore. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, nous présenter déjà donc les aménagements que vous avez déjà réalisés et ceux que vous souhaiteriez réaliser dans le cadre des prochains appels d'offres? Bien, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Je vous demande d'excuser Pierre Karliskin qui est coincé dans les transports, donc je vais tenter de le représenter à la volée. Mais vous maîtrisez parfaitement le sujet, donc je ne suis pas inquiet. J'espère, a priori. Effectivement, en termes d'aménagement et d'engagement des territoires, le nom de cette table ronde, c'est une filière compétitive pour des territoires engagés. On a entendu tout au long des interventions qu'on avait besoin collectivement de se rassurer sur l'engagement des uns et des autres, sur les industriels, sur les baisses de coûts, sur les gains de compétitivité, sur le fait qu'on améliorait les conditions d'acceptabilité. Pour ce qui relève des territoires, et Dominique Jardinet l'a évoqué tout à l'heure, on a quelques responsabilités au regard des compétences qui sont les nôtres pour également rassurer sur les conditions d'ancrage de ces filières dans nos territoires. Comment rassurer plus une filière qui cherche des espaces, des infrastructures portuaires pour faire émerger une dynamique industrielle avec une filière colis lourd qui est fortement consommatrice d'espace, plus qu'en investissant par exemple sur une infrastructure portuaire comme le port de Brest, 220 millions d'euros, 40 hectares à horizon 2024, susceptibles d'accueillir ces filières colis lourds et qui sont des éléments rassurants dans la construction de cette filière industrielle. C'est un risque qui est pris par le territoire qui s'est engagé, on l'a évoqué, au regard des potentiels nationaux. En Bretagne, 2700 km de côte, des potentiels de vent qui ne sont plus à démontrer, et un risque pris aux côtés des industriels avec lesquels nous discutons pour justement faciliter ces conditions d'émergence de cette filière industrielle, de participer à cette dynamique de baisse de coûts et d'offrir les conditions optimales pour l'installation de nos industriels ou d'autres industriels européens qui viendraient sur nos territoires pour participer à cette accélération de cette dynamique de baisse de coûts. Ça, c'est le premier engagement des territoires. Le deuxième engagement des territoires, et on l'a bien vu, c'est là où les premiers parcs sortiront, que certains éléments de construction des filières industrielles s'installeront. Et c'est pour ça qu'il est important, en même temps qu'on réfléchit aux infrastructures portuaires, aux conditions d'installation industrielle, d'avoir ces exercices de planification, dans des conditions dérisquées, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça a été évoqué tout à l'heure, le fait que, effectivement, entre un exercice de planification et aujourd'hui une conformation des projets, on a 10 ans qui est en fait la conséquence d'un certain nombre de phases de vérification, de levée des risques sur ces projets, et on est en phase d'amélioration avec toutes les évolutions réglementaires, et on est aussi en phase d'amélioration parce que les exercices de concertation sont conduits de manière différente. Dominique Jardinet a présenté la carte en Méditerranée. Il existe une carte similaire au large des côtes bretonnes où nous avons conduit également un exercice de concertation au sein de la conférence régionale mer et littoral en Bretagne, installée depuis 2011. 14 réunions aux côtés des industriels, des acteurs socio-économiques, des associations environnementales, 14 réunions pour déployer des études de potentiel technique que nous avons challengées avec les industriels qui nous ont indiqué quelles étaient les propositions qu'ils retenaient, eux, pour leur perspective de développement, et que nous avons amené de manière itérative dans cette concertation. Et le résultat de la concertation, c'est une CRML de juin dernier qui, à l'unanimité des acteurs de la conférence régionale mer et littoral, 120 acteurs du monde maritime, décide que cette zone, au sud Bretagne, une zone de 500 km², est susceptible d'accueillir une ferme commerciale de 1 gigawatt à horizon 2030. Premier exercice de concertation et un exercice de même nature à conduire au nord de la Bretagne, dans les mêmes conditions, justement pour lever ces risques de manière itérative et de travailler aux côtés des partenaires. Et on estime que dans ce cadre-là, on a un gain de temps dans le développement des projets, et ça a été évoqué également sur le lancement des futurs débats publics sur ces zones, puisqu'en fait l'identification de ces zones, l'étape suivante, c'est la dynamique de lancement des débats publics. Le CIMER de novembre 2007 nous a identifié la région Bretagne en tant qu'expérimentateur aux côtés de l'État pour organiser ces débats publics. C'est dans ce même esprit qu'il
faut aussi accompagner et associer des acteurs du monde maritime pour accélérer ces étapes de levée des risques. Ça, c'est un deuxième niveau d'engagement des territoires et évidemment des élus qui portent une ambition politique. En Bretagne, on a une feuille de route, 1,5 gigawatts à échéance 2030, 3 gigawatts à échéance 2050. Et il faut qu'on travaille les conditions pour rendre ces objectifs possibles au niveau de nos territoires. Et un autre engagement, c'est l'accompagnement tout au long de la vie de cette dynamique industrielle. Nous sommes aux côtés des projets, des porteurs de projets, soit en développement, soit en expérimentation, depuis un certain nombre d'années. On a toujours dit que l'émergence de ces filières relevait des conditions d'apprentissage qu'on pouvait avoir sur certains éléments clés de ces filières. La manutention des colis lourds, le couple main-turbine, enfin, c'est des choses qu'il faut apprendre. Il faut que nos industriels apprennent et qu'on apprenne à leur côté. Quand on parle d'une infrastructure portuaire, la conception d'une infrastructure portuaire dépend aussi de ce qu'on aura à faire en termes d'activité industrielle sur ces projets. Et on est aux côtés des industriels, effectivement, on a un projet éolien posé à Saint-Brieuc, et on a eu le plaisir d'apprendre sa confirmation avant l'été. C'est un élément clé pour accrocher cette filière sur notre territoire. On est aux côtés de la ferme éolienne flottante Groix-Belle-Île, en Sud-Bretagne, 4 éoliennes qui seront installées à échéance 2020. C'est aussi les conditions d'accompagnement d'un territoire auprès de ses partenaires industriels, d'essayer à travers ces dispositifs pilotes, ces dispositifs expérimentaux, d'apprendre et d'entraîner les PME de nos territoires, de rassurer les donneurs d'ordre. On a mis en place un métacluster qui s'appelle Bretagne Ocean Power, dont l'objectif est aussi de créer ces conditions pour rassurer les donneurs d'ordre qui viendraient s'installer sur nos territoires. C'est l'ensemble de ces paramètres en fait, qui font engagement des territoires et on l'a indiqué dans le courrier effectivement, qu'on a adressé à Monsieur le Premier ministre, les 4 régions confondues, sur l'ensemble des étapes que nous avons franchies justement pour rassurer et pour faire que ces conditions soient rassurantes pour lancer cette vraie dynamique à travers la PPE. Filippo Simitan, vous qui êtes déjà installé effectivement en façade ouest, est-ce que vous avez effectivement bénéficié de cet accompagnement des acteurs régionaux et si oui, comment? La planification, la visibilité est clé. La filière éolien offshore n'est pas que les éoliennes, même si ça représente la partie plus importante. Donc les investissements qui ont été lancés peuvent être utilisés par toute la filière, y compris par exemple les fondations, toute la partie logistique. C'est important de montrer la volonté d'accompagnement dans ce type d'investissement, une partie des prises des risques, parce que la baisse des coûts ne peut pas être faite que par les privés. On ne peut pas prendre des risques qui ne sont pas propre au milieu privé. Il faut être capable de prendre ces risques ensemble, de viser ensemble les bons objectifs et de pouvoir en bénéficier, surtout de pouvoir planifier une utilisation de ces espaces qui va être fait en fonction des volumes disponibles. Donc au moment où les infrastructures sont là, il y a une prise des risques, il y a une planification pour créer une filière compétitive, les volumes et les projets à venir feront que ces investissements faits par les différentes régions seront rentables, seront créatrices d'emplois pérennes et sur lesquels, bien sûr, on attend de pouvoir en bénéficier. Alors justement, sur l'emploi, on sent qu'il y a une forte attente, que ce soit en reconversion ou en matière de création. Aujourd'hui, comment est-ce que les 2 régions que vous êtes ont-elles travaillé justement pour accompagner la mutation du tissu industriel et le fait que des ouvriers d'hier qui travaillent sur des filières, notamment les filières portuaires, les chantiers navals, peuvent maintenant travailler sur ou se destinent à travailler pour l'éolien offshore? Alors, lequel des deux veut s'en emparer? Effectivement, c'est un sujet particulièrement compliqué. Quand on a lancé, dans le cadre des premiers appels d'offres, les premiers parcs ont été décidés, il y a eu toute une dynamique emploi-formation qui a été mise en place en lien avec les étapes de déploiement de ces projets. Et on s'est dit, c'est l'occasion de reconfigurer tout un tas de dispositifs de formation continue, formation initiale, pour être au bon moment, pour répondre au bon moment avec les bonnes compétences sur les besoins. Et puis, des personnes qu'on a formées, les régions, on est directement compétents sur les questions de formation. Les personnes qu'on a formées, donc on les a formées au bout de 3 ans, puis on leur a dit, ça va être un petit peu plus long que prévu, donc on a essayé de reconfigurer les dispositifs de formation, et puis on a beaucoup d'entre elles, qui sont partis à l'étranger, travailler sur d'autres parcs, dans d'autres dispositifs. Et on a maintenu quand même notre capacité à faire évaluer notre offre de formation, justement avec cette perspective d'avoir aussi des compétences sur place. Ça, c'est sur la partie formation. Et sur la partie mobilisation de la sous-traitance,
C'est clair qu'il est particulièrement difficile pour des petites et moyennes entreprises de s'engager dans des marchés qui sont quand même particulièrement difficiles à lire s'il n'y a pas les perspectives en volume, en commande et en appel d'offres. Donc effectivement, on a un certain nombre d'entre elles qui sont positionnées sur des appels d'offres sur lesquels elles sont sélectionnées pour d'autres parcs qu'en France, puisque pour l'instant on est à l'émergence tout simplement de l'installation de ces parcs. Pour autant, on continue à travailler sur l'acquisition de compétences, on continue à travers nos différents clusters à mettre en contact ces entreprises avec les donneurs d'ordre, de commencer, pour certaines d'entre elles c'est déjà nettement le cas, mais de renforcer ces compétences sur les appels d'offres auxquels elles répondent pour être demain au bon moment sur un certain nombre de compétences clés. Je prends un exemple, la maintenance maritime. Et les opérations maritimes, on sait que c'est un élément clé de la supply chain demain de la filière éolien offshore flottant. C'est vraiment le moment de s'y intéresser et on voit l'impact du coût des opérations maritimes sur les OPEX des projets et on continue à travailler là-dessus, mais on ne le fera pas tout seul. Si effectivement on n'a pas cette PPE avec cette régularité et cette ambition, il va être difficile de maintenir des compétences et des compétences de haut niveau sur des parcs en France. Virginie Schwartz, à la direction de l'énergie et du climat, on a conscience de ces thématiques très pragmatique de terrain, effectivement, pour maintenir une compétitivité, effectivement, il y a aussi cet aspect formation, professionnalisation. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a pas mal de profils qui partent à l'étranger. Les questions de formation et d'accompagnement des transitions professionnelles, je crois, sont assez bien prises en compte en France globalement dans le secteur de l'énergie depuis assez longtemps. Là où on n'est peut-être pas très bon, c'est pour accompagner les secteurs en décroissance. Et il y en a aussi, ça fait aussi partie de la transition. Hein. Voilà, mais effectivement, l'ensemble des acteurs, et les régions en particulier, puisqu'elles ont la compétence en matière de formation, ont fait beaucoup dans le domaine des énergies renouvelables, toutes énergies renouvelables confondues, pour créer des formations, que ce soit dans la formation initiale ou dans la formation continue, pour faire en sorte qu'on puisse effectivement orienter des personnes vers ces formations. Après, la difficulté, c'est bien de faire coïncider les calendriers. C'est une des raisons pour lesquelles on a voulu, dans la première PPE en 2016, afficher des calendriers d'appel d'offres pour les énergies renouvelables. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement évident et on part tous du principe que, bah oui, il doit y avoir des calendriers d'appel d'offres qui donnent de la visibilité sur 5 ans et qui permettent à chacun de se positionner. Voilà, on peut aussi se souvenir que jusqu'à 2016, ça n'existait absolument pas en France et qu'on faisait des appels d'offres au fil de l'eau, on les décidait un par un, on en faisait un ou deux, puis tout d'un coup, pendant 2 ans, on n'en avait plus et on n'avait aucune visibilité, aucune programmation. Donc si on l'a fait, c'est parce qu'on est convaincu que c'est absolument indispensable pour donner de la visibilité aux entreprises, pour qu'elles puissent se préparer, s'organiser et faire baisser les coûts, mais aussi pour donner la visibilité à l'ensemble des acteurs, aux territoires qui investissent, qui co-investissent, qui se préparent, et aux acteurs de la formation et aux salariés. Moi, je vois, et c'est très réjouissant, beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, parce qu'ils ont envie de travailler dans ces secteurs des énergies renouvelables. Et donc il faut qu'on les aide à s'y préparer, mais il faut qu'on les aide à s'y préparer aussi de la bonne manière, c'est-à-dire avec les bons métiers et qui correspondent au bon calendrier pour pas effectivement faire des déçus ou pas faire uniquement de la formation pour les étrangers, même si on est aussi content d'exporter la compétence française à l'étranger. Dominique Mogno, c'est important cette notion de calendrier, effectivement, qui permet de voir un petit peu plus loin. Oui, bonjour, merci de me donner la parole et de m'avoir invité à cette table ronde. Oui, c'est très important. C'est clair que nous, comme tous mes confrères, hein, tous mes collègues, on attend cette PPE. Avec impatience. Avec impatience, pour y voir clair sur ce qui va se passer, pour se staffer, pour embaucher, parce que ça va nécessiter des nouvelles personnes. Et, donc, ou pas. Ou pas, mais on espère que ça en nécessitera, hein, évidemment, puisque on est quand même, juste pour avoir quelques chiffres, pour revenir sur le débat du volume, entre 2012 et 2018, 3 gigawatts ont été attribués, soit environ 500 mégawatts par an, sur le posé. Aujourd'hui, le posé, il est compétitif, on l'a dit, les filières sont là, les usines sont là ou vont être construites.
Donc évidemment, on attend que dans la PPE, la tendance ne diminue pas et qu'il y ait un minima ce rythme qui soit maintenu de 1 gigawatt tous les 2 ans, voire plus. Ensuite, ce que je souhaitais faire comme parallèle, c'est donc revenir sur le flottant. Donc le flottant, pour nous, au niveau NJ, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Donc on a pris un virage dans les énergies renouvelables depuis quelques années, donc très fort, donc en cédant beaucoup d'actifs carbonés. Donc maintenant, le mix français d'énergie en France, c'est 70% d'énergie renouvelable. Et donc, évidemment, l'éolien en mer, c'est un relais naturel pour continuer cette décarbonisation de notre mix dans notre future contribution électrique. Et pour revenir donc sur le flottant, on pense que les deux ne sont pas à mettre en opposition. Alors certes, le flottant est moins mature. Néanmoins, la France s'est donné les moyens d'être un pionnier, d'être en avance avec 4 projets pilotes. Donc on travaille sur l'un d'eux, dans le golfe du Lion. Et c'est pas le moment de faiblir. Je pense qu'il faut aussi que la PPE donne au flottant un vrai avenir et permette aux entreprises qui se sont lancées sur la filière ces dernières années de se consolider et de pouvoir s'exporter ensuite. Et on n'a aucun doute sur le fait que les coûts, comme on l'a vu dans le posé, vont baisser dans le flottant d'ici l'horizon de la PPE. Et donc, il y a vraiment une super opportunité à prendre en France, qu'on n'a malheureusement pas pu prendre par le passé sur d'autres filières. Voilà, donc ne ratons pas le train. Vous pensez auxquelles filières Je pense que même si on a beaucoup d'emplois, on l'a dit, en l'éolien terrestre, on a peut-être manqué à l'époque, au début des années 2000, justement d'une certaine planification et on va dire de garantie de volume pour faire venir peut-être plus d'industriels qui sont plutôt allés dans les pays qui sont partis avant, Espagne, Allemagne, Danemark, enfin toujours un peu la même chose. Sur l'éolien en mer posé, je pense qu'on peut quand même s'enorgueillir malgré tout d'avoir le meilleur ratio emploi créé par mégawatt. On a 1500 emplois pour 2 mégawatts installés en mer. Donc bon, évidemment c'est une boutade, mais je pense qu'on a quand même 2 usines de pales qui sont prévues et 2 usines de turbines. Et voilà, il faut évidemment que... Elles sont prévues où ? Alors quand je dis on, c'est la filière. Hein, je parle pour mon collègue de Siemens et de General Electric. Donc vous en avez, Mme Schwartz les a cité, vous avez une usine à Saint-Nazaire qui a exporté, qui a fourni un parc allemand de General Electric. Une usine de pales à Cherbourg qui est en train d'être construite, et ensuite 2 usines donc au Havre, donc par Siemens pour les pales et les turbines. Et effectivement, le marché national doit maintenant que voilà, plein de choses ont été faites, donc non seulement au niveau des industriels, au niveau réglementaire, on a simplifié le cadre, on s'est donné les moyens de procéder, de pouvoir aller vite. Voilà, on a une montagne de choses qui ont été faites. On ne voudrait pas que ça accouche d'une souris dans la PPE, mais on est confiant pour le fait qu'il y aura quelque chose d'ambitieux. Mais voilà, évidemment, on attend. Tant qu'on n'a pas vu, on attend. Donc il y a des vrais objectifs, des vraies attentes pour vous, pour l'éolien flottant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Quels sont les projets que vous avez développés et quelle opportunité ça constitue pour vous pour aller attaquer des marchés étrangers sur cette techno ? Alors, sur le flottant, donc, je disais, on est sur un des 4 projets pilotes qui ont été retenus par l'ADEME en 2016. Donc, on est sur un projet de 4 éoliennes au large de Leucate qui doit être mis en service en 2021. Donc, on veut aller assez vite, finalement. On va rattraper le posé, je pense. Et également, on est impliqué dans un projet au Portugal qui sera le 2e projet pilote au monde, un flottant à voir le jour. Donc le projet WFA, donc 3 éoliennes flottantes installées au large du Portugal l'année prochaine. Et donc, on pense vraiment que c'est une technologie qui a un très fort potentiel. On voit qu'on peut aller plus loin, que le terrain de jeu est plus vaste. Et on regarde dans le monde entier, et on a récemment signé un partenariat avec une société, un énergéticien japonais pour regarder ce potentiel au Japon notamment. Donc voilà, pour un groupe comme Engie, c'est important aussi d'avoir un marché domestique fort pour pouvoir mieux s'exporter que s'il ne se passe pas grand-chose, s'il n'y a pas suffisamment de filières locales, enfin de filières françaises qui pourra nous accompagner à l'export. La chronologie idéale, c'est quoi ? C'est la fin du mois, là, effectivement, pour avoir les bons signaux qui vous permettront de vous positionner au plus tôt
Mais je crois, oui, que tout le monde attend fin octobre, clair, début oui. novembre. Enfin, on est sur une question de jour, donc on n'a jamais été aussi proche. Donc voilà. Donc avec, comme on l'a dit, un calendrier, des volumes, enfin, savoir précisément. Et juste un point d'attention, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus tout ce qui a été fait donc, au niveau réglementaire, mais maintenant il faut le déployer. Donc, on a parlé de l'importante concertation qui a été faite au niveau de chaque façade. Désormais, il y a des débats publics à faire. On sait que ça peut prendre du temps. Donc, voilà, c'est le petit prochain point d'attention. Enfin, évidemment, il y a la PPE d'abord, mais après, il faudra quand même faire tous les débats publics au niveau de chaque façade pour ne pas trop ralentir après la publication de la PPE. Alors, quand on vous écoute, on comprend que la France a une carte à jouer sur le flottant. Est-ce à dire également que si on ne s'empare pas de cette carte, quelqu'un d'autre le fera à notre place? Et si oui, est-ce que vous y travaillerez également? Alors, c'est clair que sur le flottant, on est pionnier en France, mais on n'est pas les seuls. Il y a l'Écosse, il y a le Portugal, l'Espagne qui travaillent, qui ont déjà des projets pilotes ou des projets de démonstration. Il y a le Japon également. Donc là, on est encore, on va dire, dans le peloton de tête et il faut transformer l'essai. Les premiers à lancer des appels d'offres commerciaux significatifs prendront un coup d'avance sur les suivants en installant localement du savoir-faire donc dans la prolongation de ce qui a pu être fait sur les pilotes et donc de passer à un échelon supérieur en termes de maturité et de savoir-faire qui ensuite pourront s'exporter. Virginie Schwartz, dans l'arbitrage qui est actuellement en train de se faire, est-ce qu'on a conscience, alors je sais que vous ne pouvez pas nous en dire beaucoup, en tout cas pas sur le résultat, mais sur la forme, est-ce qu'on a conscience effectivement de cette carte à jouer pour la France dans le développement de l'éolien offshore flottant, pardon. Bien sûr. Tous les enjeux dont on discute depuis ce matin sont au cœur de ces arbitrages. Effectivement, créer de l'activité dans les territoires, créer de l'emploi pérenne en France, créer des opportunités à l'export et donc développer une filière qui ensuite pourra s'exporter. Voilà, tout ça c'est au cœur des arbitrages. De l'autre côté, il y a évidemment un coût qui est payé par l'ensemble des contribuables. Et voilà, on a tous envie de développer les énergies renouvelables, de développer beaucoup d'énergies renouvelables. Et il y aura beaucoup d'énergies renouvelables dans la PPE. Mais d'abord, il n'y a pas que les renouvelables électriques. Il y a aussi tout ce qu'on doit faire sur la chaleur, tout ce qu'on doit faire sur le secteur des transports. Et puis, il y a les arbitrages entre les différentes énergies renouvelables électriques. Elles n'ont pas les mêmes coûts. Elles n'ont pas non plus les mêmes caractéristiques techniques, la même contribution au système électrique, la même prévisibilité. Par exemple, quand on parle de l'éolien en mer, la même stabilité de production sur l'année, la même localisation géographique. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qu'on prend en compte. Voilà. Et encore une fois, on parle aussi de sommes très importantes. Voilà, on a vu la renégociation des 6 premiers parcs, c'est quand même de l'ordre de 15 milliards d'euros économisés par les contribuables français. Ce n'est pas des enjeux qu'on prend à la légère. En même temps, ça a été assez traumatisant, j'imagine, pour la filière, cette renégociation, je dirais pas sortie de nulle part, mais auquel vous attendiez certainement pas. Bon. Oui, on s'y attendait un tout petit peu. C'est plutôt les soubresauts et la durée qui a effectivement été un peu, peut-être pas trop traumatisante s'il y avait eu une remise à plat totale. Là, ça aurait été traumatisant. Heureusement, il y a eu quand même une négo où tout le monde a fait des efforts et je pense qu'on a réussi à en sortir par le haut. Mais effectivement, ça a été assez anxiogène pour les équipes qui travaillent sur les projets depuis des années. De se faire de comprendre que potentiellement on pouvait tout retourner à la case départ. Mais bon, heureusement, je pense qu'on a trouvé un compromis, un bon compromis pour tout le monde. Juste un mot pour dire que, voilà, quand même, monsieur a eu la gentillesse de reconnaître qu'il s'y attendait un petit peu. On n'est pas les seuls à l'avoir fait. Voilà, vu la baisse rapide des coûts dont on ne peut que se réjouir. Voilà, d'autres pays, et les derniers qui l'ont fait, je pense que c'était les Belges, se sont posés la même question en se disant mais attendez, on a des projets qui sont partis avec des prix très très élevés, là maintenant on voit des prix beaucoup plus bas, est-ce que quand même il n'y a pas de la marge pour intelligemment
tout en confortant les projets, le faire d'une façon qui soit plus raisonnable du point de vue du contribuable. Mais en même temps, peut-être que si les projets n'avaient pas mis autant de temps à se concrétiser, il n'y aurait pas eu cette question qui se serait posée. Pour revenir sur l'éolien flottant et pour refaire un dernier petit tour de table avant de vous passer la parole, je me retourne à nouveau vers Ira Chaktoura. Chez Vattenfall, vous positionnez en France sur l'éolien posé, l'éolien flottant, les deux. Comment ça se passe? Ou comment vous pensez que ça se passera? On va attendre la PPE. Ensuite, le sujet technologique. Vattenfall est plutôt agnostique, on va dire, sur le sujet. Le sujet n'est pas tellement la technologie que savoir si, un, il y a un potentiel, deux, s'il y a un marché, donc si en effet il y a des projets, et trois, si ces technologies ont la capacité à aboutir à une réduction de coût de l'électricité et à bénéficier finalement à l'ensemble des contribuables, l'ensemble des concitoyens. Donc si on voit cette tendance, et il y a en effet plein de technologies flottantes qui sont en cours de tests et de démonstration, il est clair qu'il ne pourra pas y avoir 10 technologies dans un marché avec un tel volume qui pourront arriver sur la ligne d'arrivée. Mais si ces trois conditions sont réunies, et on regarde ça bien sûr de très près, Vattenfall étant un des leaders de l'éolien en mer en Europe, on sera de la partie. Très bien. À bon entendeur. Alors, a-t-on des questions? Oui, plein de questions. Je suis un animateur heureux. C'est toujours agréable de voir plein de questions. On voit du coup que ça crée l'intérêt. Bonjour, Marc Guyot, Société Eolink. Je voudrais insister sur un point sur la baisse des coûts qui a peu été abordé, c'est l'augmentation de la puissance unitaire des éoliennes. 1 MW tous les 2 ans, en plus, sur les turbines, ça participe à la réduction des coûts. Si on se projette en 2025-2030, les turbines feront 12-15 MW. Dans ce contexte-là, l'éolien flottant est plus à même que le fixe, c'est notre propos, de faire des trucs compétitifs. Dans les simulations, en 12 MW, on peut faire 70 € par mégawattheure. Et à 2030, on peut faire 50 € par mégawattheure. Donc il faut bien anticiper ça et pas se tromper quand on veut préparer l'avenir avec une PPE, de mettre en concurrence deux technologies dont on ne connaît pas bien la compétitivité future. Ce que je veux dire par là, c'est que la meilleure compétitivité en mer du Nord, elle a été atteinte avec des monopiles, des structures fixes, des éoliennes de 8 MW. Est-ce qu'en Bretagne, la meilleure compétitivité ne sera-t-elle pas atteinte avec des éoliennes de 12 MW flottantes qui dérangent personne, dont le permitting est facile? Donc, à ce titre, je suis bien placé pour en parler. On a mis la première ou la deuxième éolienne flottante à l'eau en Bretagne, petite, mais 1/10 de 12 MW. Et vraiment, c'est important de ne pas faire du tort à un potentiel très très important pour le territoire breton, mais aussi méditerranéen, qu'en 12 MW, on sera hyper compétitif. C'était ça Voilà, c'était pas une question, mais c'était pour... Une réaction, effectivement. Voilà, merci. Est-ce que des réactions sur cette réaction? Non, pas spécialement. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on prenne la deuxième question. Bonjour à tous. Moi, j'avais une question plutôt pour Madame Schwartz, qui représente l'État aujourd'hui à la table ronde. C'est est-ce que finalement l'État n'est pas dans un choix kafkaïen entre on veut les emplois sur notre territoire, Dominique l'a rappelé, toutes les usines sont quasiment installées sur les premiers appels d'offres, donc on a les emplois, on en avait même déjà avant, et on veut des coûts de l'énergie qui sont très bas, qui sont quasiment au prix de marché, et où on rencontre des difficultés finalement à concilier la compétitivité sur le territoire français et des coûts de l'énergie très très bas. C'est pareil, je ne suis pas sûre que ce soit une question. Oui, bien sûr. Et c'est ça, quelque part, les politiques publiques, c'est arriver à concilier les enjeux. Et donc, oui, il faut qu'on concilie des enjeux qui sont le développement économique directement lié à l'éolien, mais aussi le développement économique dans les autres secteurs. Et le prix bas de l'énergie fait partie des enjeux de compétitivité de l'industrie française en général. Et puis des enjeux de pouvoir d'achat pour les ménages. Et là aussi, le prix bas de l'énergie en fait partie. Je crois qu'on a montré en France, dans ces dernières années, qu'on était prêt à investir dans les énergies renouvelables
quitte à faire monter un peu le prix de l'électricité ou quitte à faire monter un peu le prix des énergies carbonées, puisque ces dernières années, de plus en plus, on fait payer les énergies renouvelables par les énergies carbonées. Voilà, on va arriver l'année prochaine à une CSPE pour la partie énergie renouvelable qui sera autour de 6 milliards d'euros. Voilà, payés par les consommateurs d'énergie français pour développer les énergies renouvelables. C'est un engagement qui est clair. Voilà. Mais c'est toujours un compromis, de la même manière que on cherche toujours un compromis entre nos enjeux de transition énergétique et des enjeux environnementaux plus classiques. On n'en a pas beaucoup parlé ce matin, mais voilà, derrière le développement de l'éolien en mer, il y a aussi des enjeux environnementaux sur la biodiversité en particulier. Et on cherche les meilleurs compromis possibles entre ces sujets, mais il n'y a jamais une des préoccupations qui peut ou qui doit l'emporter complètement sur l'autre. Monsieur Lopez. Juste, je me permets de compléter. Permettez-vous. Effectivement, ces questions de coût, d'équilibre de coût et de coût de l'énergie à la fin, pour le consommateur, est importante. Alors j'aurais préféré que ce soit mon élu qui porte ce message, mais je vais le porter quand même. Il y a aussi, il y a quelques jours, un rapport du GIEC qui nous a incité à faire évoluer un certain nombre de paradigmes dans le développement économique. Il y a aussi une demande citoyenne dont on sent qu'elles incitent les territoires, les acteurs économiques à réfléchir différemment sur un certain nombre de développements de filières. Nous avons engagé en Bretagne, le président du conseil régional a engagé une démarche à l'instar de ce qui a été fait sur la COP21 qui s'appelle la Braille-Scope, qui est une démarche qui va auprès du territoire, auprès des acteurs du territoire, du monde socio-économique, associatif, professionnel, etc., pour essayer de relever quelles sont les attentes des Bretons sur ces questions de transition énergétique, écologique, etc. On sent également que c'est une attente et une demande assez forte. Donc certes, il y a le pilotage de la politique publique à l'aune de la calculette et du bon équilibre des choses, mais dans l'esprit aussi de la construction des filières de développement économique de demain, nous avons aussi, et c'est pour ça que le Conseil régional est particulièrement engagé sur ces questions, à être le relais d'une demande d'évolution d'un mix énergétique. Et en Bretagne, on est particulièrement concerné, puisqu'on a très peu d'infrastructures de production et donc une autonomie assez peu marquée. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Je crois que l'engagement de ce gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique ne fait pas de doute. Il s'est engagé dans le plan climat à atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est un engagement extrêmement fort et dont il est évident qu'il ne sera pas atteint sans coût. Et on le voit aujourd'hui dans le débat sur la fiscalité des carburants, où un certain nombre de gens viennent dire au gouvernement que dans un contexte où les prix du pétrole augmentent, il faudrait baisser la contribution carbone, donc le signal carbone qu'on essaye d'envoyer aux citoyens, et où la réponse du gouvernement, c'est bien celle que vous venez de faire en disant non, on a une contrainte absolue qui est la contrainte climatique et il faut qu'on la remplisse. Mais ensuite, à l'intérieur de cette contrainte et de notre objectif de neutralité carbone, il y a des tas de chemins possibles pour atteindre cet objectif. Il y a des tas de chemins possibles en privilégiant un peu plus les économies d'énergie dont vous parliez ou un peu plus le développement des énergies renouvelables, en privilégiant un peu plus les renouvelables thermiques, chaleur ou carburant, ou un peu plus les renouvelables électriques, en privilégiant un peu plus le solaire ou un peu plus l'éolien en mer. Et moi, c'est de ce choix-là dont je parle, parce que c'est ce choix-là qui est au cœur de la PPE. Ce n'est pas le grand objectif, celui-là, il est clair, mais c'est bien de la responsabilité du gouvernement d'optimiser ce choix entre les différentes filières. Et voilà, quand il s'agit d'énergie renouvelable, je ne sais pas, c'est mon côté mère de famille, mais moi, j'aime toutes les filières. Ça fait longtemps que j'essaye de les développer toutes. Et il faut qu'on continue à les développer le plus possible toutes, en fonction de leurs avantages et de leurs inconvénients, mais on ne peut pas ignorer la question des coûts quand on fait cet arbitrage entre les filières. Monsieur disait l'éolien flottant a un potentiel de réduction de coûts énorme. Eh bien, tant mieux, c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. Mais il y a aussi besoin de procéder par étapes. On voit bien aujourd'hui qu'en France,
dans notre facture énergie renouvelable, on a un coût très élevé du photovoltaïque historique de la fin des années 2000. Tous ces contrats qu'on va payer pendant 20 ans, je ne dis pas, peut-être qu'il fallait le faire, mais en tout cas, on paye plusieurs milliards d'euros par an dans la durée pour des volumes pas très élevés de photovoltaïque. Voilà, on a la responsabilité quand même de l'argent public qu'on engage, et donc on a collectivement cette responsabilité d'optimisation des crédits. Monsieur Jardinier, je me suis demandé si vous vouliez prendre la parole. Oui, c'était juste pour rebondir là-dessus. Il faut nous donner la chance aussi d'être compétitif, et il faut qu'on ait une vision à long terme. Donc si on ne l'a pas, on ne pourra pas l'être. En tout cas, la filière ne pourra pas l'être. Dominique Moignot. Juste pour terminer encore. Pardon, excusez-moi. Pour être plus compétitif, on travaille beaucoup sur l'innovation et la recherche. Il y a un site d'essai en mer en Bretagne, et on vient d'obtenir l'autorisation d'exploitation d'un site d'essai en Méditerranée, prolongé de 8 ans. Donc on peut faire des essais sur des briques technologiques, sur des éoliennes innovantes. On en fait un observatoire environnemental. Tout est en place. On attend que vous. Dominique Moignot, ouais. Je disais juste sur la comparaison avec le photovoltaïque, c'est vrai que ça a coûté très cher au début. On se le traîne encore pendant encore 5-10 ans. Après, il faut voir les bénéfices qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le photovoltaïque, il est à 50-60 €. Et on peut... Voilà, c'est un investissement initial, mais il ne faut pas le comparer à la quantité d'énergie produite à ce moment-là. Et il faut comparer sur toute la durée de vie de la filière, enfin tout ce que ça a permis. C'est tout le volume. Voilà. Pour vous, c'était un passage obligé, cette période où effectivement on a payé au prix fort. Mais est-ce qu'on aurait dû payer finalement aussi longtemps au prix fort? C'est là que c'est toute la complexité. C'est comment placer le curseur. Mais on pense quand même qu'à un moment, il faut bien faire un investissement, une mise de départ. Et on pense que ça vaut le coup, puisque sur la durée, on finit par exporter, donc ça devient gagnant. Ouais. Plutôt que d'attendre que ça baisse ailleurs. On sent que le réglage du curseur est compliqué, c'est peut-être pour ça que la PPE met autant de temps à sortir. Alors, je crois que nous avions d'autres questions. Ah, Jean-Yves. Cours, Jean-Yves, s'il vous plaît. Oui, merci. Moi, on parle beaucoup de coûts par rapport en particulier à l'éolien offshore flottant. Je pense qu'il faut aussi parler de valeur. Il y a en particulier produire de l'éolien offshore flottant au large des côtes de la Provence, ça a de la valeur parce qu'on est en phase avec la consommation de pointe aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on est assez thermosensible. Et il se trouve que les jours où on a des très grosses consommations en France, le Mistral il souffle, ou la Tramontane souffle dans la vallée de l'Aude. Donc voilà, je crois et là, il y a des différentiels aussi. Voilà, c'est accepter aussi que l'éolien offshore flottant puisse être à un prix un peu plus élevé parce qu'il a plus de valeur, parce qu'il y a aussi une valeur d'acceptabilité, on se met plus loin des côtes. Donc voilà, on ne peut pas seulement tout réduire à des affaires de coûts. Il y a aussi des questions de valeur. Et c'est pareil en Bretagne. La Bretagne, on est dans une presqu'île électrique. Eh bien, effectivement, mettre de l'éolien offshore en grande quantité pour soutenir le réseau, plutôt que de tirer des lignes, eh bien, ça peut aussi avoir de la valeur par le fait que ça économise du développement de lignes électriques, ça économise des moyens de backup. Et ça, c'est l'avantage de l'éolien offshore et certainement demain de l'éolien offshore flottant. Plutôt une réaction encore. Nous avions une demoiselle qui souhaitait poser une question. On va prendre une question féminine. Oui, bonjour à tous, Aurore Gilman pour RTE. Simplement, je voulais réagir sur la notion de coût. On parle beaucoup de CSPE qui impacte effectivement le budget de l'État avant d'impacter la facture des consommateurs. Le coût du raccordement, effectivement, maintenant est turpé, donc ça reste sur la facture du consommateur en direct, donc avec la notion de coût complet des EMR chers aux régulateurs de l'énergie. Hier, à la table ronde territoriale, il avait beaucoup été question de planification, de mutualisation du raccordement et du bilan très positif qu'ont retiré et les GRT et les producteurs dans les territoires. Quid donc d'une mutualisation du réseau offshore en lien avec la planification en volume de la PPE ou de la planification maritime en cours? RTE a fait des propositions, a mis des propositions sur la table en ce sens. Qu'en pensent les industriels, les régions et l'État aujourd'hui qu'on est au seuil de ce type justement de projection de nature à réduire et les coûts et les impacts environnementaux ou de consommation d'espace maritime? Monsieur Lopez, je vous vois saisir votre micro en premier.
Juste, mais très rapidement, RTE est dans le comité de pilotage régional, RTE Ouest, dans le comité de pilotage régional qui anime et coordonne ces exercices de planification. Donc bien évidemment, l'ensemble des scénarios qui sont évoqués et travaillés sont évoqués à l'aune des possibilités et raccordements réseau, des innovations. On sait aujourd'hui quels sont les modules RTE les plus compétitifs pour faire ces exercices de planification. Le fait que les premiers exercices de planification au sud des Nord-Bretagne aient été engagés sur des enveloppes autour de 750 MW résulte justement de ces possibilités. Il y a eu des ajustements pour tenir compte d'autres contraintes, mais bien évidemment, la capacité en termes d'innovation, d'injection réseau, mais pas seulement, la manière dont on va y travailler aussi sous l'angle des réseaux intelligents, parce que justement on parlait de variabilité, etc. En Bretagne, on est aussi sur des questions de dispositifs multi-énergie, injection réseau, équilibre de réseau. Évidemment, toutes les prescriptions RTE sont dans les premières phases de nos discussions sur les exercices de planification. Du côté des industriels, qui veut s'emparer d'une réponse ? Yara Chaktoura, pour commencer. Donc, la mutualisation, pour y revenir, en effet, est souhaitable. Elle est déjà effectuée dans certains pays qui ont développé plus largement l'éolien en mer. On a bien noté la proposition à 750 MW et même nous, on souhaiterait que ce soit plus grand que ça, si c'était possible. Ensuite, il y a des contraintes techniques, bien sûr, donc je pense que c'est un travail commun pour voir même si on peut l'augmenter. Dominique Moignon. Non, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les débats publics. Il faut que les zones soient quand même suffisamment larges pour qu'il y ait un débat, mais à la fin, il faut qu'on sache quand même assez précisément sur la durée le nombre de gigawatts qu'on mettra afin de planifier le réseau de la façon la plus optimale possible. Peut-être par palier de 750 si c'est le meilleur palier pour rester en alternatif. Après, bon, il y a des histoires de seuil selon les puissances, mais voilà, je pense qu'il faut être malgré tout assez précis et avoir une vision assez à long terme dès le début pour effectivement réduire les coûts de raccordement. Philippe Aussi-Mittan, peut-être Juste en remarque, quand on parle de synergie, forcément, on s'attend de baisse des coûts, des avantages, donc on ne peut pas que dire oui. Il faut toujours se souvenir qu'on cherche aussi à tirer du capital pas cher, à dérisquer les projets. Donc j'entends synergie, il faut garder en tête l'aspect bancabilité. Et synergie, souvent, ça signifie aussi partage des risques. Donc il faut que l'ensemble du système réseau, le système raccordement, soit en mesure d'être le plus compétitif au possible, et pas seulement en termes de mutualisation d'infrastructures, mais aussi en termes de cadre contractuel, de partage des risques, pour permettre un financement pas cher et du coup une énergie pas chère. Une autre question ? Oui, monsieur, allez-y. Oui, bonjour, Germain Payère, Société Olfi. Juste un petit complément déjà sur les valeurs qu'évoquait Jean-Yves. Sur l'éolien flottant, ce qui est remarquable, et ça a été évoqué par les régions, c'est qu'on a eu donc une annonce de 4 régions multi-partisanes, c'est important de le dire, au niveau politique, qui aujourd'hui sont prêtes à se lancer dans l'éolien flottant. Donc c'est aussi une des autres valeurs de l'éolien flottant, c'est d'être au-delà des clivages politiques et des clivages régionaux, et c'est important de le dire. Ma question, je ne voulais pas revenir sur la PPE, parce que voilà, je ne vais pas poser cette question-là, mais par contre, je rebondis sur ce que Mme Schwarz disait. Effectivement, il ne faut pas se précipiter, mais il faut anticiper. Et je pense que l'éolien flottant, jusqu'à présent, a été vraiment dans cette vertu-là. On a fait des démonstrateurs, on est en train de faire des fermes pilotes, et maintenant, il faut faire des fermes commerciales. Donc moi, je prends l'hypothèse, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord, c'est qu'il va y avoir des fermes commerciales. Donc j'avais une question assez précise. Où on en est de l'anticipation, donc ça s'adresse à la fois à vous, Mme Schwarz, mais aussi au niveau des régions, l'anticipation de la préparation des débats publics pour qu'on soit prêt dès qu'on aura dans quelques jours une PPE ambitieuse avec des fermes commerciales, où on en est aujourd'hui, et quand est-ce qu'on aura l'annonce des débats publics. Madame Schwarz, pour commencer. Peut-être pour répondre du coup à votre question en rappelant effectivement le calendrier et la façon dont les choses pourraient se séquencer. L'idée, donc, c'est la PPE, on va avoir là les orientations du gouvernement. Ensuite, on aura un texte, un projet de PPE qui sera mis en consultation. Il y a un certain nombre de consultations obligatoires qui sont prévues par la loi ou par des dispositions européennes et qui vont devoir se dérouler jusqu'à, en gros, début 2019. À ce moment-là, on publiera une PPE.
une fois qu'on saura combien d'appels d'offres, sur quelle technologie, où, effectivement, c'est là qu'on va pouvoir, sur la base du travail de planification qui a été fait, notamment dans les documents stratégiques de façade, engager le ou les débats publics pour les premières zones. Donc on a commencé, nous, à préparer les modalités, à réfléchir avec la Commission nationale du débat public, par exemple, à la manière dont ça pourrait se passer. Ensuite, pour passer en phase opérationnelle et vraiment lancer le débat, il faut qu'on ait la confirmation des zones, puisque ce sera bien des débats qui porteront sur des zones et sur une proposition de lancement d'appel d'offres. Donc on fera ce lancement de débat public à partir du moment où on aura la confirmation des calendriers et des zones, et en même temps on va lancer les études techniques qui seront pilotées par l'État, de façon à disposer de tous ces éléments-là au moment où on publiera effectivement la première étape de l'appel d'offres pour la sélection des candidats au sens strict. Dominique Jardinet. Oui, je rebondis. Je l'ai dit en introduction, il me semble. En fait, on a anticipé un petit peu les travaux, notamment sur l'environnement, au niveau de la façade, puisqu'on a fait déjà un atelier environnemental avec l'ensemble des acteurs, et il y a une réponse à l'appel d'offres de l'ADEME qui a été proposé par le pôle mer Méditerranée. Donc on continue à travailler dans ce sens. On a nos commissions, notre assemblée maritime, il y a le Parlement de la mer en Occitanie, il y a ta commission en Bretagne. On est tous sur le pont pour accompagner les services de l'État à aller au plus vite dans ce débat-là. Jean-Michel Lopez. Vous pouvez également retrouver les initiatives innovantes au sein des régions. Il faut les pitcher. Sur la question des débats publics, je l'ai évoqué, le CIMER de novembre 2017 nous a identifié comme expérimentateurs d'un débat public co-animé État-région. Nous avons fait remonter dès début 2018 un certain nombre de propositions en termes de calendrier, en termes d'études nécessaires pour pouvoir lancer les débats publics, en termes d'estimation de coûts de ces études, pour qu'on puisse organiser des débats publics pertinents et utiles. Parce que la difficulté, c'est qu'avant, quand on lançait des débats publics sur des projets construits, aujourd'hui on va les lancer sur des zones, donc avec un certain nombre d'éléments clés de qualification des sites et des zones qu'il faut quand même avoir en main pour pouvoir lancer ces débats publics. Donc il faut phaser suffisamment précisément les éléments qui seront mis à discussion dans le cadre de ces débats publics. Donc on en a discuté avec les services de l'État en région évidemment et les services de l'État central pour faire un certain nombre de propositions. Donc il y a ces questions de calendrier, il y a ces questions de modalités du lien à la CNDP dans l'organisation de ces débats publics, là encore qui travaillaient auparavant en lien étroit avec des porteurs de projets et qui là vont travailler avec l'État et la région en tant que porteurs d'une dynamique d'organisation de débats publics. Et bien évidemment, comme ça a été évoqué, c'est prêt a priori en termes d'estimation des possibles. On attend que le signal soit donné, mais on s'est organisé pour, en termes d'animation et en termes de couverture de ces coûts d'études préalables. Manifestement, tout le monde est à starting blocks. Une dernière question peut-être? Non. Eh bien, écoutez, merci à vous tous d'avoir participé assisté à cette table ronde. Merci à vous d'y avoir participé. Et puis donc, manifestement, rendez-vous fin octobre avec une certaine impatience pour avoir enfin la PPE dévoilée. Merci à vous tous.